Salut! Aujourd'hui, on parle de l'enfant du vaudou, du génie gaucher qui a révolutionné son instrument, la guitare électrique, et de l'album de rock le plus psychédélique de tous les temps. Aujourd'hui, on parle d'Electric Ladyland de Jimi Hendrix. C'est parti! Avant d'aborder l'album, j'aimerais parler 2 secondes de Jimi Hendrix et pourquoi j'ai choisi d'aborder ce sujet-là. Jimi Hendrix, moi je l'ai découvert entre mes 16 et mes 18 ans, à l'époque où je me mettais à la guitare. Et je crois que c'est mon cousin, si tu regardes cette vidéo d'ailleurs, salut à toi, qui m'avait offert le CD Experience Hendrix. Je sais plus si c'était un double ou un simple album. Et Experience Hendrix, ça m'a mis une véritable claque. Je connaissais de noms, Jimi Hendrix, j'avais dû entendre Hey Joe, j'avais dû entendre 2-3 chansons, mais l'album m'a vraiment mis une véritable claque. C'était l'époque pré-internet, pré-smartphone, donc on découvrait vraiment toute la musique avec des albums physiques, des vinyles ou des CD ou des cassettes. Il y avait un truc dans son son de guitare qui est hyper incarné, hyper agressif et hyper présent. C'est un des rares guitaristes, pour moi, qui, vraiment quand tu écoutes Hendrix, tu ressens Hendrix, il vit sa musique, il l'incarne. Il est dans chacune des notes qu'il joue, il est dans chacune des paroles qu'il chante. On sent qu'il habite son instrument. Sans parler aussi de ses magnifiques tenues de l'époque hippie, colorées dans tous les sens, ses tuniques, ses chapeaux, les pattes def, le bandana dans les cheveux, la méga afro. Il avait un look incroyable. Donc voilà, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de faire une vidéo sur Jimi Hendrix, parce que c'était vraiment une comète. C'est un mec qui n'est pas passé très longtemps sur Terre, qui n'a pas sorti beaucoup d'albums, en tout cas. Il est mort à 27 ans, il fait partie du fameux club des 27. Il n'a pas sorti beaucoup d'albums, mais il a bouleversé son instrument. Il y a eu un avant et après au niveau de la guitare électrique. Et encore aujourd'hui, plus de 50 ans après, j'ai pas fait le calcul, 50-60 ans, on est encore influencé par son jeu de guitare. Les guitaristes apprennent encore ses plans et sa façon de jouer. C'est dire à quel point il aura marqué en peu de temps le monde de la musique et son instrument. Et il y avait quelque chose même dans sa musique et dans sa façon d'être et d'incarner sa musique qui touchait vraiment de l'ordre de la grâce. Il y a quelque chose chez lui qui nous fait tous ressentir, je trouve, à la fois mortel et à la fois éternel. Voilà. Donc pour tout ça, merci monsieur Jimi Hendrix. Chas Chandler, l'ancien bassiste des Animals, est le producteur de Jimi Hendrix. C'est lui qui convaincra Jimi de venir tenter sa chance en Angleterre. Jimi Hendrix est américain. Et c'est Chas Chandler également qui produira les 3 albums de Jimi Hendrix. C'est également lui, enfin, qui organisera les auditions pour trouver 2 musiciens anglais afin de former The Jimi Hendrix Experience. Noel Redding, le bassiste, sera choisi pour sa maîtrise des accords de blues, ainsi que pour sa coupe de cheveux, qui plaisait particulièrement à Jimi, une belle afro blanche. Mitch Mitchell, le batteur, est un musicien aguerri de la scène londonienne avec des beaux accents jazzy dans son jeu. Ça sera également le musicien le plus fidèle de toute la carrière de Jimi Hendrix. Noel Redding, Mitch Mitchell et Jimi Hendrix formeront donc tous les 3 la sainte trinité The Jimi Hendrix Experience. Derrière les tables de mixage, on trouvera Eddie Kramer et Gary Kellgren. Le Jimi Hendrix Experience investit les Record Plant Studios à New York. Ils enregistrent l'album Electric Ladyland pendant 3 mois en journée, et le soir, Jimi file, parfois accompagné de ses musiciens, dans des bars et des clubs new-yorkais pour jammer tard dans la nuit, voire jusqu'au petit matin. Ce qui fera qu'il y aura d'ailleurs de nombreux guests musiciens sur l'album Electric Ladyland. L'ambiance dans le studio est assez chaotique. Jimi commence à se sentir à l'étroit au sein du Jimi Hendrix Experience Trio. Il ramène de plus en plus de monde venu de l'extérieur. Des musiciens qu'il rencontre le soir et la nuit quand il jamme tard le soir, des groupies, des fans, des voisins. Il ne sait pas trop refuser les gens qui demandent à venir en studio. Il invite même les dealers, et une fois il ramène même le chauffeur de taxi
qui l'amenait à la session pour qu'il joue des congas sur un titre. La salle de contrôle est blindée comme un métro aux heures de pointe. Les ingénieurs du son doivent presque s'excuser de venir prendre leur place pour faire leur travail, et d'après les dires de Chas Chandler, ces sessions ressemblent plus à une fête géante qu'à l'enregistrement d'un album. Ça a le don d'agacer tous les musiciens, les ingénieurs et le producteur. Double album de rock psychédélique, Electric Ladyland sort en octobre 1968. Il est considéré comme un des albums les plus avant-gardistes de l'histoire du rock et comme le meilleur album de Jimi Hendrix. Ce sera d'ailleurs le premier album enregistré sur un 12 pistes, laissant une liberté de créativité et une liberté orchestrale totale à son créateur. Electric Ladyland sera enregistré sur une longue période de 13 mois, pendant laquelle le groupe alterne entre enregistrement studio et tournée en Amérique du Nord et en Europe. Les sessions d'enregistrement verront Jimi Hendrix imposer de plus en plus sa patte, son style, et avoir la main mise sur le groupe, ce qui signera en définitive la fin de The Jimi Hendrix Experience. La langoureuse Have You Ever Been to Electric Ladyland? Jimi Hendrix y livre ici un hommage soul et sensuel à ses groupies, l'expression Electric Lady désignant une groupie, mais de façon beaucoup plus classe et élégante. Jimi Hendrix était connu pour être retrouvé dans ses chambres d'hôtel avec des véritables harems de groupies. Il a d'ailleurs déclaré dans une interview que les groupies n'étaient pas seulement pour lui un plaisir charnel, mais représentaient également une famille qu'il n'avait pas, puisqu'elle lui permettait également de confier ses frustrations de musicien en tournée constamment, de confier ses joies. En bref, ses groupies, c'était un petit peu sa famille. Coquin. La chanson serait particulièrement un hommage à Devon Wilson, une groupie avec qui Jimi Hendrix a entretenu une relation très forte, longue et tumultueuse. Selon Mitch Mitchell, le batteur, Devon Wilson était l'une des deux passions de la vie de Jimi, la deuxième étant la guitare. Crosstown Traffic, une de mes chansons préférées de Jimi Hendrix, je l'adore. Il y a quelque chose de très urbain dans ce titre, de très stylé, de très chaloupé. C'est un titre très funk, très agressif, et qui sent presque le bitume. On peut presque sentir l'odeur de la ville dans Crosstown Traffic. Pour l'anecdote, les mélodies répondant au refrain sont jouées au kazoo par Jimi lui-même, kazoo qu'il a fabriqué dans le studio avec un peigne et un morceau de papier ciré. Les paroles de Crosstown Traffic racontent l'histoire d'une fille qui monte de force dans sa voiture et qui va le ralentir pour aller à l'autre bout de la ville. Jimi Hendrix fait ici une métaphore à peine dissimulée à ses rapports très ambigus avec toutes les personnes qui l'entourent et qui gravitent autour de lui, en studio et en dehors. Selon les mots d'Eddie Kramer, Jimi était incapable de dire non lorsque quelqu'un lui proposait son amitié ou qu'une fille s'offrait à lui. Mais au bout d'un moment, il me demandait de me débarrasser d'eux. Il cherchait la présence des gens autant qu'il la repoussait. Quatrième piste de l'album, Voodoo Child est un long jam blues rock de 15 minutes, inspiré des virées nocturnes de Jimi dans les clubs new-yorkais dans lesquels il jouait et jammait jusqu'au bout de la nuit. Selon une rumeur, Jimi aurait dédié Voodoo Child à une prêtresse d'origine ghanéenne, Akonidi Hini. Celle-ci lui aurait conféré certains pouvoirs au cours d'une étrange cérémonie lui assurant succès et célébrité dans la musique. Hendrix est tellement perfectionniste que la chanson Gypsy Eyes sera réenregistrée 50 fois avant qu'il soit satisfait de la piste. Mitch Mitchell sera au bord de la crise de nerfs et Chas Chandler, le producteur, fatigué de la fête sans fin dans les studios et des enregistrements à rallonge, claque définitivement la porte. Jimi Hendrix est désormais son propre producteur. Burning of the Midnight Lamp est une de mes chansons préférées de Jimi Hendrix. C'est une chanson qui sort complètement de son style habituel et qui est assez énigmatique et assez envoûtante. On peut entendre un riff un peu oriental et un thème un peu en spirale qui tourne sur lui-même.
C'est vraiment une chanson assez bizarre. Jimi Hendrix explique l'avoir composée bien avant l'enregistrement de Electric Ladyland, à l'époque où il n'avait pas le succès qu'on lui connaît avec son trio, à l'époque où il était encore inconnu et où il passait sa vie dans les concerts, dans les avions et sur les routes. Jimi déclara à propos de cette chanson « Il y a des choses très personnelles là-dedans, mais je pense que tout le monde peut comprendre le sentiment lorsque vous voyagez, que quelle que soit votre adresse, il n'y a aucun endroit où vous pouvez appeler un chez-soi. Le sentiment d'un homme dans une petite maison ancienne, au milieu d'un désert, dans laquelle brûle la lampe de minuit. » En fond, on peut entendre les chœurs du groupe Sweet Inspiration, menés par une certaine Cissy Houston, qui sera la mère de la fameuse Whitney Houston. 1983, A Merman I Should Turn to Be. Cette chanson, à travers le prisme des livres d'heroic fantasy et de science-fiction, est l'une des plus engagées de Jimi Hendrix. Il y dénonce ici la violence de ses pairs, on est en pleine guerre du Vietnam, et déclare qu'il préférerait vivre sous l'eau comme un homme triton plutôt que de devoir subir la violence de ses congénères. Dans la chanson, les deux protagonistes quittent un monde au bord de l'abîme en faisant l'amour dans le sable, puis en se laissant engloutir par les eaux, sous les sourires bienveillants de l'écume des déferlantes et des étoiles de mer. C'est beau, non? All Along the Watchtower est une reprise hallucinée de Bob Dylan que Jimi Hendrix vénère presque comme un messie. Il se promène d'ailleurs constamment sur lui avec un petit carnet dans lequel il a écrit des notes choisies des paroles de Bob Dylan. Les paroles d'All Along the Watchtower tournent autour de thèmes bibliques et sont directement extraits du livre d'Isaïe. Pour l'enregistrement de cette piste, Brian Jones, cofondateur des Rolling Stones et excellent multi-instrumentiste, passait dans le coin du studio. Voulant participer à l'enregistrement de All Along the Watchtower, il proposera de jouer de l'orgue, mais sous l'influence de certaines substances, il s'en révélera complètement incapable. Jimi, ne voulant pas le froisser, lui mettra gentiment un tambourin dans les mains et le mettra dans un coin. T'es sûr que ça va, Brian, là? Non, il a pas l'air au top, là. Ça va, Brian? Amène-lui un verre d'eau. Ça va, Brian? Lâche cet orgue. Brian, lâche cet orgue. Doucement. Voodoo Child, Slight Return. C'est la reprise du titre éponyme de la 4e piste. Sauf que sur la 4e piste, elle s'appelle Voodoo Child, et ici c'est Voodoo Child, Slight Return. Elle est beaucoup plus concise, beaucoup plus courte, et elle a un riff, mes aïeux, elle a un riff Mamma Mia, un des riffs les plus connus de l'histoire du rock. Jimi a une idée bien précise pour la pochette de l'album. Il aimerait utiliser des photos qui ont été faites avec le Jimi Hendrix Experience à Central Park par la photographe Linda Eastman. Il envoie une lettre manuscrite ainsi que les photos et des instructions détaillées à son label pour avoir ces photos en pochette d'album, mais le label, prétextant un envoi tardif des photos, n'écoutera absolument rien et n'en fera qu'à sa tête pour la pochette. Et toc Jimi. Ces labels distributeurs en Amérique latine et en France, Polydor et Barclay, régleront également le problème à leur façon en n'écoutant absolument pas Jimi et en utilisant d'anciennes photos pour fabriquer les pochettes. Le scandale viendra de la pochette inventée par le label anglais Track Records. Le directeur artistique David King et le photographe David Montgomery ont une idée de génie. Non, spoiler alert, non. Photographier plein de nanas à poil sur un fond noir avec des photos de Jimi Hendrix dans les mains. Génial, non? Non, spoiler alert, non. Les deux David partent donc pour une tournée des pubs où ils embauchent 19 jeunes femmes contre la promesse d'apparaître sur la prochaine pochette du prochain album de Jimi Hendrix. Contre 5 livres sterling, elles devront se mettre topless, et contre 10 livres sterling, se mettre entièrement nues. La pochette fera évidemment scandale, et Hendrix, attaqué par la presse, reniera toute responsabilité face à ce choix de pochette, qui, elle, deviendra célèbre, évidemment. La faute à une photo avec un effet fish-eye
œil de bœuf qui déforme les corps et les visages, peut-être? Ou peut-être la faute à une idée de merde? Il faudra attendre 2018 et les 50 ans de l'album, mieux vaut très tard que jamais, pour que enfin la pochette de l'album soit la session photo choisie à l'époque par Jimi Hendrix. Celle photographiée par Linda Eastman, donc. Début 1969, Jimi Hendrix dissout le groupe The Jimi Hendrix Experience. Et c'est avec un nouveau groupe, Band of Gypsies, qu'il donnera sa flamboyante et légendaire prestation à Woodstock. Il n'aura pas l'occasion de sortir d'autres albums de son vivant, puisqu'il s'éteindra à l'âge de 27 ans à Londres, dans des circonstances assez floues et mystérieuses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Le meilleur moyen de m'apporter de la visibilité, de la force et du soutien, c'est de me poser un pouce sur la vidéo, de vous abonner, de laisser un commentaire. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ou de réécouter Jimi Hendrix, qui est un artiste fabuleux, et surtout Electric Ladyland. À bientôt! Et surtout, faites pas comme Brian et buvez de l'eau. Sacré Brian.